Le greenwashing. L'écologie est tout à fait primordiale pour notre entreprise. Ça a la couleur de l'écologie. Le label existe uniquement pour faire croire aux consommateurs en Europe que tout est légal ici. Ça a le parfum de l'écologie. C'est la voiture la plus écologique qui existe. Qui a dit ça? Mais c'est la face noire de l'écologie. Vous êtes complètement tombé dans le panneau. L'illusion verte. Demain, 22h25 sur La Première. Arrivés par la mer depuis le delta de l'Orénoque il y a plus de 2000 ans, des tribus nomades découvrent un chapelet d'îles volcaniques. Ce paradis insulaire, exploré bien plus tard par Christophe Colomb, a été au fil de l'histoire un refuge, un territoire de conquête, un Eldorado pour trafic en tout genre, et enfin une destination prisée des voyageurs. Surgi des fonds marins il y a plus de 50 millions d'années, l'archipel antillais s'étend sur plus de 4000 km. Parmi ces îles innombrables, se dessinent la Guadeloupe et la Martinique. Au fil des siècles, les Antillais ont patiemment tissé le lien qui les relie à l'océan. Et malgré les pages sombres de leur histoire, les nouvelles générations se mobilisent aujourd'hui pour protéger un espace maritime d'une richesse exceptionnelle. Là, on vient de faire une petite pause. On va repartir maintenant découvrir le lagon du Grand Cul-de-Sac marin, classé donc réserve de la biosphère par l'UNESCO dans son ensemble. 15 000 hectares de superficie, avec 3 600 hectares de réserve. Si vous regardez la ligne d'horizon, vous pouvez apercevoir les vagues qui déferlent là-bas. C'est la barrière de corail, 25 km de long, plus grande barrière de corail des Petites Antilles. Ce lagon est fermé par le Nord Grande Terre et le Nord Basse Terre. Il faut savoir qu'à Saint-Tropez, c'est là que sont arrivés les premiers colons français en 1635, à la Pointe-à-l'Aigle, la plage de Cluny. Allez, on va prendre les kayaks et on va se mettre à l'eau. On est parti. On va essayer de garder les bateaux face à la vague pour monter dedans. Sur la côte nord de la Guadeloupe, le guide naturaliste Franck Mélane invite les touristes à s'éloigner des sentiers battus. Grâce au kayak de mer, il peut leur faire découvrir les pages méconnues de l'histoire maritime des Antilles. Une histoire qui commence à l'ombre de la mangrove. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la mangrove bord de mer, avec une variété d'arbres en particulier qui est adaptée à ce milieu, le palétuvier rouge. Alors la mangrove, c'est un milieu un peu méconnu, qui fait encore peur aux gens, parce que c'est là que venaient se cacher les esclaves auparavant, pour fuir leur maître. Pour se protéger des moustiques, à cette époque, ils s'enduisaient de vases, ce qui fait que lorsqu'ils sortaient, les gens les prenaient pour des zombies ou ce qu'on appelle des soucougnants. Et c'est un milieu qui a été très fréquenté auparavant par les Amérindiens, notamment les Caraïbes et les Arawaks, qui vivaient plutôt en arrière-mangrove, parce que là, les terrains étaient relativement plats et leur permettaient de faire de l'agriculture et de pouvoir accéder à la mer très très facilement. Donc le palétuvier rouge, tout d'abord, va développer une petite fleur que voici, que vous allez pouvoir sentir. Vous allez me dire ce que vous retrouvez comme parfum. L'orange. L'orange. Alors souvent c'est jasmin, chèvrefeuille, lilas, mais ça peut passer par orange, carambole, vanille, voilà. Donc cet arbre-là, dans un premier temps, après avoir développé sa fleur, va développer un embryon. C'est un arbre qui porte son petit sur lui-même. C'est ce que vous avez de suspendu là-haut. À maturité, l'embryon se décroche, tombe, s'ancre dans la vase, le sable, s'il développe ses feuilles.
On dit que c'est un arbre qui marche sur l'eau. Plantée dans l'eau de mer, cette forêt aquatique abrite une faune hors du commun. Les micro-organismes marins se développent ici, à l'abri de la houle et des courants. Ils attirent une multitude d'alevins venus se nourrir et surtout se protéger des prédateurs. Dans cet univers étrange, le petit groupe n'est pas au bout de ses surprises. Se nourrissant entre les racines de palétuvier, la Cassiopée de mangrove est une espèce de méduse inoffensive pour l'homme. Nous, ce qu'on recherche, c'est un peu des endroits insolites, quoi. Des choses où l'homme va pas beaucoup, finalement. Et puis contempler ça de nos propres yeux, quoi. Pouvoir voir tous les arbres, la biodiversité, c'est vraiment super. Ouais. Au fil de l'eau, Franck Mélane revient sur la vie des tout premiers habitants de ces îles. Là, je suis en train de chercher des huîtres de palétuvier dont les Amérindiens étaient très friands. C'était l'alimentation de base, on va dire, qu'on peut retrouver un peu partout sur les racines. Et on a deux espèces d'huîtres de palétuvier. En voici une qui, comme vous pouvez le constater, bon, elle est toute plate. Donc même avec un couteau, pour l'ouvrir, c'est pas évident. Alors j'en ai jamais goûté, mais il paraîtrait qu'elles ont un petit goût de noisette. Ce que peu de gens savent, c'est que la mangrove a quand même des utilisations. Notamment, auparavant, les gens utilisaient les jeunes racines des palétuviers avant qu'elles ne touchent la mer, lorsqu'ils avaient des problèmes, des maux dentaires. Quant aux feuilles des palétuviers, les femmes, après leur accouchement, l'utilisaient en décoction afin de se soulager. Avant de disparaître, les Arawaks, puis plus tard les Indiens Caraïbes, ont laissé quelques traces visibles de leur culture. Des vestiges précieux qui indiquent leur lieu de vie et nous en disent un peu plus sur leurs croyances. Les découvertes les plus récentes se trouvent en Martinique, non loin de la commune de la Trinité, en contrebas des champs de canne à sucre. Il y a une vingtaine d'années, l'historien et anthropologue Thierry Létang ne s'attendait pas à faire une découverte archéologique importante. La végétation était beaucoup plus dense, il y avait de l'eau jusqu'ici. Et je l'ai vu de très loin parce que la pluie venait de tomber et c'était couvert de mousse. Il y avait comme une phosphorescence qui montrait un visage. La tête, ici, le pourtour de la tête. Et ici, la bouche avec 3 dents. En Martinique et en Guadeloupe, au bord des rivières et dans les mangroves, les archéologues ont mis à jour plusieurs sites de roches gravées. Sur de gros blocs de pierre, souvent recouverts de végétation, se cachent des visages, des formes. Sans doute la représentation d'êtres sacrés. Tous ceux qui sont arrivés ici sont arrivés par la mer. Depuis au moins 3 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ. Ils sont arrivés sur des embarcations dites monoxyles, c'est-à-dire d'un seul bois, qui sont des pirogues. Il est plus facile à l'époque de se déplacer par mer que par terre.
Le couvert végétal est très important et donc ils sont familiers de l'élément marin. Ce sont de vrais insulaires, de vrais marins qui connaissent absolument leur île, la géographie de leur île, le nom des îles. Il s'agit de leur milieu naturel. Les peuples amérindiens sont les grands oubliés de l'histoire des Antilles. Pourtant, ils ont franchi des centaines de kilomètres pour atteindre ces îles perdues. À bord de navires étroits et instables, ils ont bravé les vents et les courants de la mer des Caraïbes. Les Arawaks et les Taïnos ont démontré un grand sens marin. On ne peut pas parler du patrimoine antillais sans aller jusqu'à la source. Et pour moi, la source, c'est vraiment le monde amérindien. Et donc, il y avait les Kalinago qui étaient sur les petites Antilles et les Taïnos étaient sur les grandes Antilles. Et ces peuples-là venaient en fait du Venezuela, etc., donc de la terre ferme. Alors, au niveau des embarcations, c'est très intéressant puisqu'ils utilisaient les canaoas. Donc, les canaoas, c'était un long canoë, en fait, qui pouvait contenir jusqu'à 20 personnes à peu près. Et ils s'en servaient pour pouvoir faire de grands déplacements entre les différentes îles. Et au-delà de ça, ils avaient aussi de plus petits formats de canoës qu'ils appelaient les kuliala. Donc c'était jusqu'à 5-6 personnes. Et ils s'en servaient aussi pour pouvoir faire des déplacements autour d'une île donnée. Il y a 2 ans, le dessinateur martiniquais Luc Pierre-Louis, alias Luco, s'est lancé dans un inventaire graphique de toutes les embarcations antillaises depuis les origines. Ces recherches l'ont mené dans les archives. Mais ce qu'il préfère, c'est embarquer afin d'obtenir des détails quant aux différents matériaux utilisés dans la construction de ces navires. Semblable à son ancêtre la pirogue amérindienne, la yole martiniquaise, autrefois utilisée pour la pêche, est devenue un sport à la mode. 1, 2, 3. Ancien marin-pêcheur, Georges-Henri Lagier est une légende dans le club très fermé des yoleurs. Ok, très bien. Recule encore. Voilà. Mets l'autre main entre les jambes. Et puis là, tu regardes vers l'avant. Alors, c'est toi qui guides. Si tu vois un bateau, une bouée, tu dis soit à droite, soit à gauche. Alors, recule encore. Ça va, Luco? C'est impressionnant quand même. C'est la bonne cohésion qu'on cherche. Quand ça te soulève, tu recules. Quand ça descend, tu reviens. Malgré la brise légère qui souffle sur la baie du Marin, Georges-Henri compte bien mettre Luco à l'épreuve. Alors maintenant, fais passer le pied gauche derrière. Voilà, fais passer. Alors reste toujours là. Jusqu'au virement. Là, alors penche-toi en avant. Voilà. Et puis lâche l'autre pied maintenant, penche-toi en avant. Là, ça me fait plaisir. Je suis fier de voir le travail. Bravo Luco, bravo. J'ai vraiment ressenti les éléments, en fait, puisque c'est vrai qu'avec le vent, la mer, l'eau autour de moi, on essaie vraiment de dominer les éléments, quoi. Dominer la nature, et on voit que c'est pas évident. C'est que du plaisir de voir ça. Regardez-moi ça. Près de 2 siècles après l'abolition de l'esclavage, les Antillais se tournent à nouveau vers la mer. Célia Ortolé,
rend parfois visite à Yemaya, dont la sculpture a été immergée par Laurent Valère. D'après les légendes africaines, la déesse de l'océan sait se montrer généreuse envers ceux qui la protègent et la respectent. Ma génération est une génération qui s'intéresse de plus en plus à la mer, contrairement aux générations précédentes qui, au contraire, nous disaient quand on était enfant « Va pas dans l'eau, il y a des requins, c'est dangereux, faut pas y aller ». J'ai rencontré des jeunes qui font les mêmes études que moi j'ai faites et je peux dire qu'on est de plus en plus à vouloir justement voir ce qu'il y a sous l'eau. Et c'est important parce que c'est quand même notre patrimoine qui est là. Et si ce patrimoine n'est pas protégé par des gens de notre île, ça peut être, c'est quand même une perte de notre histoire qui est sous l'eau, même si on ne la voit pas depuis la terre. Elle reste là, elle reste sous l'eau et c'est important de la voir et de la connaître. Aujourd'hui, le rocher du diamant n'est plus le symbole d'un naufrage. Composé de multiples facettes, ce pic recèle des merveilles en matière d'espèces de corail. La faille, elle est à peu près sur ce pan de rocher-là. Normalement, on se met à l'eau à la piscine qui est à gauche. On fait le tour du rocher et la faille sera sur notre gauche, à peu près au milieu, ouais. Pour la jeune biologiste marine, c'est l'un des sites de plongée les plus beaux de Martinique. Mais c'est aussi l'un des plus fragiles. Quand on tourne la tête à droite, on peut voir des éponges rouges qui se mélangent avec d'autres éponges blanches et des coraux qui sont violets, plus encore des gorgones, pour certaines noires, pour d'autres ocres. Ça fait un mélange assez impressionnant et au final, on a même envie d'y rester plus longtemps encore et d'arrêter de palmer pour pouvoir regarder tout ce qu'il y a à voir, parce qu'il y a énormément de choses à voir sur les parois rocheuses. C'est quand même un endroit qui est régulièrement visité par les plongeurs, pour lequel on donne bien les instructions de faire attention à ne pas cogner les parois, à ne pas donner de coups de palme sur les éponges qui se trouvent au fond, parce que la dégradation se fait rapidement, mais la reconstruction, elle se fait lentement. C'est très facile de casser et c'est plus difficile de réparer. Charles et Mosia, vous allez plonger tous les deux avec Amandine. Si jamais Amandine a un souci d'oreille, vous remontez avec elle. D'accord. Donc d'un point de vue sécurité, surtout, vous la laissez pas remonter toute seule, d'accord ? Ouais. Célia est membre de l'Assomer, l'une des rares associations aux Antilles qui se mobilise pour protéger l'environnement marin mis à mal par les hommes et les effets du réchauffement climatique. On va faire du jardinage en fait sur une pépinière de coraux. En fait, une barrière de corail, ça sert principalement au nourrissage des poissons, à la protection des côtes par la houle et ce genre de choses. Ça permet aussi de remettre en place tout un écosystème avec la production de grands prédateurs ou de prédateurs intermédiaires. Et donc par conséquent, c'est très important de pouvoir restaurer ce type d'espèces parce qu'on en a besoin en Martinique pour garder notre biologie marine sauve. Plusieurs fois par an, le petit groupe d'amis entretient un potager sous-marin unique en son genre. Grâce à cette nurserie de coraux et au travail de sensibilisation des marins pêcheurs,
Célia et les plongeurs de la Sommer espèrent qu'un jour, cette espèce menacée recolonisera le lagon. Moi, pour avoir plongé en Martinique depuis mes 13 ans, pour avoir vu l'évolution des fonds de Martinique, c'est vrai que je me dis que on a un souci de préservation parce que le fait est que les coraux qui sont sous l'eau que l'on voit, ils étaient beaucoup plus beaux il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils étaient plus beaux. Il y a 15 ans même, ils étaient plus beaux, plus nombreux. C'est vrai que là maintenant, ça commence à revenir, mais c'est lent. La baie de Saint-Pierre en Martinique est célèbre pour ses épaves, vestige de l'éruption volcanique de 1902. Mais elle est moins connue pour ses déchets sous-marins. Débarrasser l'océan de détritus en tout genre, c'est la nouvelle mission que se sont fixée Célia Ortolé et ses amis de la Sommer. Du coup, on va plutôt aller du côté de la bouée jaune par là-bas, là. On va essayer de voir ce qu'on trouve comme déchets. Et Vanessa, on viendra déposer régulièrement des déchets sur le paddle. Donc le but, c'est de ne pas aller trop profond pour éviter de faire trop de yo-yo entre la surface et le fond, d'accord ? Les plongeurs portent les espoirs de toute une génération, lassés de voir la mer se transformer jour après jour en une gigantesque poubelle. Le but, c'est surtout de sensibiliser les gens, de leur montrer que c'est ça qu'ils laissent par terre et qui finit forcément dans la mer. On ne peut pas ratisser tout ce qu'il y a dans les océans, il y en a trop des déchets dans les océans pour tout prendre. Néanmoins, si à partir de la source, on commence à diminuer notre production de déchets et à faire attention à ce qu'on prend et à ce qu'on jette, et comment on le jette, ça commence déjà à faire une différence pour les océans après. Récemment, on a fait une opération avec d'autres associations et on a trouvé un scooter sous l'eau, des caddies, voilà, donc effectivement des objets qui sont complètement insensés et qu'on n'imagine pas retrouver sous l'eau. Alors que Célia et ses amis se mobilisent contre l'invasion des déchets sous la mer, une autre menace pèse sur ce littoral fragile. Le dérèglement climatique et ses effets dévastateurs. Maxime Despointes revient avec sa femme Claude Ré et sa petite fille Elisabeth sur les lieux de son enfance. Voilà, on commence à arriver où j'ai grandi. Tous les cocotiers qui sont là, ben, c'est mon père, ma mère, moi, enfin on les a tous plantés, quoi. À chaque cyclone, tu as toujours au moins 1 mètre d'eau qui rentre dans tout le fond de la baie. Donc on mettait le frigidaire en hauteur, tous nos trucs de valeur, on les surélevait. On mettait nos vêtements dans des sacs poubelles qu'on mettait sous les bois, bien à l'abri. Dès qu'il y a eu le cyclone Dean, qui était un peu plus fort, peut-être au moins 3 jours à l'avance, ma mère a commencé à dire ouais, il faut qu'on déménage, il faut qu'on retire tout. Il sera très fort. Août 2007. Le cyclone Dean se forme au-dessus de l'Atlantique avant de frapper de toute sa force l'arc antillais.
Classé catégorie 5, il n'épargne pas l'îlot de la famille Despointes. Les vents soufflent à plus de 250 km/h. Les vagues, énormes, balayent tout sur leur passage. Quand on est revenu ici, c'était que des racines qui étaient en l'air. Et je me souviens, enfin, la vision qu'on a eue, on s'est regardé et il n'y avait que des racines d'arbres et quelques feuilles de tôle un peu au loin dispersées. Et bon, c'est là qu'on a compris qu'on n'avait plus rien, quoi. Tout a été rasé. Maxime a finalement abandonné cette vie de Robinson. Mais les gestes sont encore là. Et il compte bien transmettre à sa fille son amour de la vie au grand air. Petit, nous on a grandi avec. Un crabe pouvait monter sur notre lit dans la nuit. Ça se faisait régulièrement. On n'avait pas peur, on le poussait. Il tombait du lit, il repartait. Et j'aimerais bien qu'elle puisse vivre avec ces choses-là, quoi. C'est important parce que c'est là où son père a grandi, donc ce sont ses racines. Et nous, on veut qu'Elisabeth connaisse son histoire, là où ses grands-parents ont vécu, ses oncles et tantes. Donc c'est super important et qu'elle soit élevée aussi dans toutes ces valeurs-là, tout ce qui est nature, pêche, tout ce qui est faune flore, le milieu marin. On veut qu'elle soit habituée à tout ça. Le soir, quand j'allais me coucher, j'entendais la mer. On l'entend tout le temps. Le matin, pour aller à l'école, je passe par la mer pour aller à l'école. On voit les poissons sauter, on voit des lambis, des oursins, des coquillages. On voit plein de choses. Le soir, je me souviens, on voyait des lumières, c'est les pêcheurs qui pêchaient juste devant la maison. On allait voir sur la plage ce qu'ils prenaient et tout. Et oui, ça m'a intéressé et j'ai fait la pêche. En attendant le jour béni d'un retour définitif sur son îlot, Maxime Despointes passe le plus clair de son temps en mer, à traquer les gros poissons tropicaux. Après avoir pêché la langouste dans le lagon pendant de nombreuses années, Maxime a été obligé de prendre le large pour ne pas subir les conséquences d'une pollution invisible. Durant des décennies, le chlordécone, un puissant pesticide utilisé dans les plantations de bananes, a intoxiqué la faune et la flore de la Martinique. Aujourd'hui, on est quasiment obligé d'aller au large. La côte, ça devient compliqué. Déjà, on est nombreux, il y a la surpêche et puis il y a la pollution. Donc, on fait pratiquement tous les pêcheurs, on fait pratiquement tous la pêche au DCP. Ah ouais. Le DCP est un ingénieux dispositif de concentration du poisson. Ancré sur le fond de la mer et géolocalisé, une simple bouée et quelques vieux filets vont au fil des mois attirer d'abord des micro-organismes, puis des crustacés, des petits poissons et enfin les gros prédateurs. Un écosystème marin très riche, créé au milieu de nulle part. Le truc du DCP, c'est qu'il faut y aller souvent pour savoir s'il y a du poisson, pour tomber sur le poisson, enfin le jour où le poisson mange. Et puis c'est comme ça qu'on fait les belles pêches, quoi. Là, je pense que le poisson va commencer à arriver là. On voit les oiseaux qui commencent à venir, qui se positionnent. Le poisson va sûrement monter là. Je pense que ça peut mordre bientôt là.
Et puis soudainement, avec l'arrivée d'algues brunes en surface, la pêche s'arrête. Avant, on avait des algues un peu jaunes comme ça. Je pense que c'était des... Je sais pas si c'est une autre variété qui flottait au large. Ça arrivait de temps en temps. Et on pêchait bien aussi en dessous. On prenait beaucoup de poissons volants. Et par contre, la sargasse, qui a la même couleur, qui ressemble beaucoup, on pêche jamais de volant dedans. Très rare. Les poissons volants, ils ont peur de ça. Après le chlordécone, un autre fléau s'est abattu sur les Antilles. La sargasse, une algue dérivant au gré des courants, est devenue le pire ennemi des pêcheurs et des habitants de la côte. En ce mois d'octobre, les radeaux de sargasse ne sont pas encore arrivés dans le lagon du Vauclin. Stéphane Béraud en profite pour débusquer quelques langoustes à l'aide d'un poulpe accroché au bout d'une perche. Lorsqu'on a vu les sargasses la première fois, on a vu c'était une manne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des poissons, ça a ramené du poisson. Mais la sargasse, c'est arrivé à terre que ça gêne. Aujourd'hui, Stéphane Béraud est accompagné d'un scientifique de l'Institut de recherche et de développement. Depuis l'invasion des algues toxiques, Franck Dolic tente de comprendre ce phénomène. Au large, c'est très bénéfique pour la pêche, pour la biodiversité, c'est très bénéfique. Après, le problème, c'est quand elle est à la côte. Parce qu'elle se décompose, ça libère des gaz qui sont très nocifs pour la population. Ça libère des jus également, des jus bactériens, des jus anaérobiques sans oxygène, donc qui privent l'eau d'oxygène. Et donc ça, c'est un gros problème par contre pour les espèces qui sont à la côte. La sargasse est arrivée aux Antilles il y a une dizaine d'années. Désormais, les scientifiques font face à un mystère de la nature. Comment lutter efficacement contre ce fléau venu de l'océan ? C'est une plante qui a un mode de reproduction très particulier parce que si tu la coupes en deux, eh bien, elle va se cloner. Enfin, tous les morceaux vont se cloner. Et c'est ce qui fait sa particularité parce que certaines études auraient préconisé qu'on puisse les découper. Et si on la découpe, eh bien, elles vont se multiplier encore plus. La question que je me pose, est-ce que si je la mets à sécher, elle est inoffensive? Ah non, elle n'est pas inoffensive parce qu'elle concentre de l'arsenic. Même séchée au soleil? Ah oui, même séchée, oui. Plus elle est sèche et plus l'arsenic est concentré. C'est pour ça qu'on a du mal à la valoriser parce qu'elle est relativement toxique. Elle transporte des quantités importantes d'arsenic qu'elle va puiser au large de façon naturelle, dans l'arsenic naturel qui est dans la mer. La sargasse l'absorbe et ensuite, malheureusement, la redistribue à la côte. C'est une histoire ancienne, la sargasse. Christophe Colomb en parlait déjà dans ses écrits. Ces bateaux s'étaient déjà arrêtés en mer des Sargasses, il avait déjà identifié. Et puis les premières cartes de l'océan Atlantique, dès le XVIIe siècle, montraient déjà le positionnement de la mer des Sargasses. À travers les images satellites qui ont été mises en place, on a pu se rendre compte qu'elles sont aujourd'hui concentrées dans une zone qui est autour de l'équateur, dans ce qu'on appelle un système de recirculation du courant équatorial. Et ensuite, elle remonte comme une sorte de véritable fleuve végétal. Elle remonte le long des côtes d'Amérique du Sud pour aller vers les Antilles. Et ça, c'est un fait nouveau. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi ça se passe comme ça. Alors, on peut supposer qu'il y a le dérèglement climatique, un certain nombre de choses qui font que le système de climatologie s'est perturbé. Mais aujourd'hui, les recherches se concentrent là-dessus. Les gigantesques radeaux d'algues se développent à grande vitesse, puis se déplacent entre l'estuaire de l'Amazone et la côte ouest de l'Afrique. Face à cette invasion, les autorités semblent complètement démunies. Malgré les tentatives de ramassage des algues sur les rivages, personne n'a encore trouvé la solution miracle pour transformer et valoriser ces algues venues du large.
Se sentant parfois abandonnés, certains habitants se mobilisent pour trouver des solutions viables. Sur l'une des plages du Vauclin, le pêcheur de langoustes Stéphane Béraud s'est lancé dans cette bataille contre les algues en construisant un barrage. J'ai observé pendant longuement les sargasses à 2 h du matin, 3 h du matin, les marées d'équinoxe, l'équinoxe du printemps, tout. Donc j'ai tout surveillé. J'ai constaté que la sargasse, elle bloque au large, elle reste coincée. Et ensuite, c'est comme un trancheur. Pourquoi? Parce que nous avons au fond, la sargasse peut arriver à 15-20 mètres d'épaisseur s'il le faut. Nous avons premièrement la barrière de corail qui va la couper en tranches. Et ensuite, le haut fond qui va le couper en tranches. Donc, arrivé à la barrière, on n'aura que de la sargasse fine. Si on ne réagit pas, qui va s'entasser. Aujourd'hui, il n'y a pas de sargasse, mais on peut constater que le barrage, il arrive à barrer même les laisses en mer. Vous voyez, regardez les laisses en mer. Ce sont des spaghettis. Et pourtant, lorsque vous voyez le peu de sargasse qu'il y a, regardez, il s'arrête le long du barrage. Donc ça veut dire que le barrage, il fonctionne en déviation. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est le bon angle? Je pense pour moi que ça, c'est un bon angle pour le diriger vers une plage. Au-delà de 24 heures, on entre dans la phase de décomposition. Donc si on ne réagit pas tout de suite, j'ai beau diriger les sargasses vers la plage, si on ne réagit pas tout de suite à l'arrivée, c'est foutu. C'est très intéressant parce que ça démontre une expérience de terrain dont on a besoin, nous, scientifiques. Hein. C'est clair que là, tu parlais d'angle, de positionnement. Moi, je travaille sur les courants. On a tout intérêt à discuter ensemble, de voir comment tout ça fonctionne, de façon à rendre ce genre d'expérience utilisable pour tout le monde. C'est vraiment très bien. De son côté, le scientifique Frank Dolik a mis en place toute une série d'instruments de mesure qui lui permettent d'envisager les conséquences d'un tel phénomène. Il s'intéresse notamment à la forte érosion qui menace le littoral insulaire. Alors voilà ce que j'ai récupéré, c'est un capteur de pression. Ça permet de mieux connaître comment s'orientent les courants autour de l'île, notamment à l'intérieur des zones lagonaires, de façon à savoir comment les algues viennent s'accoler à la côte. Il y a toujours eu sur les plages antillaises des laisses de mer végétales où on va retrouver ce genre de mélange. Alors quand il y a des petites bermes comme ça, eh bien, les vagues passent par-dessus et puis le sable se dépose. Et c'est ce qui fait que les plages vont s'engraisser. Ah, on voit très bien ici la berme qui se forme. Par contre, quand on a des échouages beaucoup plus massifs, eh bien là, la houle va se casser sur les échouages, formant une sorte de falaise finalement, et ça va renforcer l'énergie de la houle. Et ça va évidemment renforcer l'action d'érosion sur le littoral. Alors Laetitia, tu en es où? Je fais toujours le profil de plage. D'accord. Ça a bougé depuis la dernière fois? Pas mal, oui, effectivement. Il y a eu quand même une belle évolution. Les recherches des scientifiques de l'IRD permettent de mieux comprendre l'influence de ces échouages sur la morphologie de la côte. Largement moins. Le sujet de l'érosion, il est fondamental, parce qu'on est dans un contexte de dérèglement climatique, avec l'élévation du niveau marin, l'augmentation des événements marins de forte intensité. Et on est sur un contexte de plage tropicale réduite, avec pas beaucoup de sédiments. Et puis ce sont des plages qui sont de véritables objets touristiques, donc des objets économiques. Et pour des îles comme les Antilles, eh bien, c'est fondamental. Le tourisme, c'est un acquis économique fort. Épargnés depuis quelques mois seulement par les échouages massifs de sargasses, les Antillais respirent à nouveau et retrouvent leur océan. Mais jusqu'à quand ?
sommes de retour en Guadeloupe. Depuis 20 ans, les agents du Parc national du Grand Cul-de-Sac marin tentent de faire respecter les règles en matière de protection de l'environnement. Cette réserve de biosphère s'étend sur plus de 135 000 hectares entre la mangrove et la barrière de corail qui la sépare de l'océan Atlantique. Bonjour! À la tête d'une petite équipe, Bonjour, Didier Bathilde commence une mission de surveillance. Ça se passe bien? Vous connaissez bien la réglementation? Je prends plaisir à venir travailler. C'est déjà quelque chose de magnifique. Déjà prendre plaisir à aller sur l'eau, aller voir ce qui se passe, aller protéger quelque chose que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Je peux voir tes papiers? C'est vrai que maintenant, je suis dedans, je protège. C'est mon lien avec l'océan, avec la mer, c'est ça, c'est de la protéger pour que mes enfants et éventuellement mes petits-enfants puissent en bénéficier. Bon, belle prise, là. Un pêcheur professionnel, il va bénéficier de les faire réserve parce que c'est protégé, il n'y a pas de pêche, mais les poissons vont sortir à un moment donné. Donc les autres endroits, on protège la barrière de corail. Ça veut dire que les poissons coralliens vont pouvoir trouver encore des habitats pour pouvoir se reproduire et continuer à grandir. Et à un moment donné, ils seront obligés de sortir. Donc tout ce travail que nous faisons, c'est pas simplement un travail de mise sous cloche pour empêcher aux gens de vivre. Au contraire, c'est pour nous permettre de mieux vivre avec notre nature que nous aimons. Michael, on va essayer d'aller voir ça que c'est. Ben voilà un petit peu ce qu'on peut trouver. Ça ressemble à un ballon d'anniversaire, je suppose que ouais, ça doit être ça. Les tortues, ils peuvent manger ça, ils peuvent prendre ce plastique pour méduses. En plus, quand ça se dégrade, c'est vrai que ça reste entre deux eaux. Donc nous, c'est notre rôle, si on voit des déchets, on les ramasse. L'équipage met le cap sur la plus grande île du parc national. Sur ses rivages poussent des herbiers d'une richesse incroyable. L'île Fajou, il est extraordinaire parce qu'il y a une biodiversité extraordinaire. C'est riche en oursins blancs, c'est riche en lambis, c'est riche en étoiles de mer. Il y a un peu de tout. On va mettre en place les décamètres. Ce matin, la biologiste Simone Meige se concentre sur l'une des espèces emblématiques du parc, le lambi. Ce coquillage, objet de convoitise des pêcheurs et mets très apprécié des Antillais, est un marqueur de la bonne santé de la vie sous-marine. Il y a quelques mois, des études scientifiques ont démontré que les lambis absorbaient une quantité non négligeable de résidus plastiques. Montre que ce sont les lambis du Grand Cul-de-Sac marin qui ont un taux le moins élevé de microplastiques dans leurs excréments. Et en revanche, plus on va vers le nord, plus on va vers la Floride et plus le taux est élevé. Ça nous encourage encore à protéger cette zone et il faut vraiment se donner les moyens pour que le milieu reste tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire à peu près sain, quoi. Les agents font route vers l'un des endroits les plus prisés du parc. Un confetti de sable qui porte bien son nom. L'îlet Blanc est ouvert aux touristes plusieurs mois de l'année, mais en cette période de migration des sternes, il est grand temps d'en interdire son accès. Mika, viens dans l'axe et le panneau, l'écriture face à nous, ok? Les sternes ont la particularité de nicher sur le sable. Ils ont besoin de voir ce qui se passe tout autour d'eux.
Dans quelques semaines, l'îlet blanc sera interdit au débarquement parce que sur cet îlet, nous avons la petite sterne qui est endémique à la Caraïbe, qui vient nicher ici, et aussi la sterne de Dougal. Donc c'est pour ça que le débarquement sera interdit. Il n'y aura plus d'activité humaine pendant du 15 avril au 15 août. Au large de la Guadeloupe se dessine un petit archipel volcanique. Pour la plupart descendants de marins européens, les habitants des Saintes conservent une forte tradition de pêche. Il n'est pas rare en débarquant à terre de haut de croiser des équipages qui piègent des bancs de balaou à grand renfort de jets de pierre. Allez, c'est bon, maman, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, tout ça. Allez, hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on a fait le coup du sec. Maman. Une tonne. On va faire un tonne. 1 kilo. Il y a assez pour aller à la pêche. Merci, mon Dieu. Les Saintes sont réputées pour être situées à quelques encablures seulement d'un des sites de plongée les plus foisonnants du monde. Le temps d'un week-end, Didier Bathilde a quitté son uniforme d'agent du parc marin pour accompagner une étudiante de l'université de Pointe-à-Pitre. Tu vois, Mélissa, tout à l'heure, nous allons dans le canal des Saintes, au milieu du canal des Saintes, entre la Guadeloupe et les Saintes, nous allons au sec pâté. C'est une plongée qu'on va disons, descendre sur 40 mètres. On n'ira pas plus profond. Okay. Donc on va se retrouver sur différents pitons rocheux, avec du corail, avec des éponges et autres. Hein, tu vas découvrir. On va essayer de profiter le plus possible. On va essayer de passer dans les failles. On va essayer de voir notre ami la tortue. Bon, tous les deux, on aime bien les tortues. Mélissa et moi, nous avons déjà un point commun. On aime beaucoup la photo. Et aussi les tortues. Donc si on arrive à trouver une tortue, ça serait vraiment l'idéal. Mais surtout, ce que je vais lui transmettre, c'est que c'est un lieu qui est à protéger, c'est un lieu à faire découvrir dans le respect de l'environnement. Cap sur le sec pâté. Un piton rocheux caché sous la mer. Un véritable oasis marin où vivent et se reproduisent de nombreuses espèces tropicales. Aujourd'hui, je vais faire le feignant, je vais me mettre en automatique. Je vais mettre le mode automatique parce que Pour la première fois, Mélissa va tenter de faire quelques photographies à 40 mètres de profondeur. J'aimerais bien prendre en photo tous les animaux qu'on ne peut pas forcément voir tous les jours, comme les hippocampes, les antennaires, les animaux qui vivent un peu cachés. Tiens, Mélissa, regarde, il y a une tortue. Donc, tu vois, tu voulais faire des photos de tortue. Bon, ben, j'espère qu'on va pouvoir la croiser. Ah, ça y est, elle a sondé. C'est une plongée délicate en raison des forts courants qui sont présents dans cette partie du canal des Saintes. Mais c'est un risque à prendre si l'on veut observer les plus beaux spécimens de la mer des Caraïbes. Ange gris, les océaniques, mérou ou tazar, le sec pâté est un concentré de la faune aquatique.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'appareil photo, j'arrive à faire passer un message de la beauté des fonds marins.